Aujourd'hui, parlons ordinateur de plongée, saturation, et pour ce faire, je veux vous faire une analogie entre la manière dont l'azote rentre dans notre corps et la manière dont les objets se refroidissent l'hiver. Vous êtes dans votre maison qui est chauffée à 20 degrés. Vous prenez un objet qui est là depuis plusieurs heures et forcément il est également à 20 degrés. En le mettant dehors, au bout d'un temps plus ou moins long, il sera forcément à 10 degrés également. Mais de quelle manière la température diminue? Prenons un morceau de viande, mettons-y un capteur de température à l'intérieur et relevons-la toutes les minutes. La chute de température se fait ainsi. Recommençons, mais cette fois-ci en hiver, à 0 degré. La chute de température va être plus rapide. Mais on est arrivé à l'équilibre au bout du même temps. Si on compare les deux expériences, on a la même allure de courbe, mais elles sont juste anamorphosées. Si on regarde en détail ce profil, on perd la moitié de la différence de température toutes les 10 minutes. Ainsi, au bout d'une nouvelle période de 10 minutes, donc après 20 minutes dehors, on se retrouve à 5 degrés, ce qui est la moitié de l'écart de température d'il y a 10 minutes. Et 10 minutes après, on va encore diminuer de 50%, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. On va se rapprocher progressivement de la température ambiante. Ces écarts de 10 minutes, on appelle ça des périodes. Pour remotiver ceux qui sont perdus, je vais vous parler de bière. La bière de votre salon est à 20 degrés. Burk. Vous voulez la refroidir, n'est-ce pas? Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez prédire le temps qu'il faut pour que la bière devienne bien fraîche. Maintenant, les buveurs de bière savent tous qu'il faut plus de 15 minutes au congélateur pour avoir une bière glacée. Cela veut dire quoi? Tout simplement que la période d'une bouteille de bière est plus grande que 10 minutes. Ici, la bière est modélisée par une période de 30 minutes, et cela implique qu'elle commence à givrer au bout de 47 minutes, ce qui est bien plus cohérent avec l'expérience que tout plongeur a pu faire une fois dans sa vie. Si on se réchauffe, c'est pareil. Cette fois-ci, l'écart de température, que l'on appelle gradient ou force motrice en anglais, cet écart de température est positif. Le réchauffement est progressif par période également, ici encore, à 10 minutes. C'est donc la même loi, mais en symétrique. Et si vous avez compris ça, la saturation-désaturation va vous paraître plus claire. Mais oui, c'est clair. Plongeons. À 40 mètres, quelle est la pression absolue des gaz? 5 bars. On va simplifier en considérant que l'air est composé de 20% d'oxygène et 80% d'azote. Quelle est la pression partielle d'azote quand on plonge à 40 mètres? C'est 80% de ces 5 bars, donc 4 bars. Et juste avant de plonger, quelle était la pression partielle d'azote dans votre corps? 80% de A bar, c'était donc 0,8 bar. À la surface, vous êtes donc à 0,8 bar d'azote. Au moment où vous plongez en un instant à 40 mètres, la pression partielle d'azote atteint 4 bars. Le corps va alors se charger en azote progressivement et être saturé à une tension de 4 bars. Mais en réalité, le corps d'un plongeur n'est pas constitué que de chair. Par exemple, le sang se gorge d'azote bien plus rapidement que nos muscles, mais les ligaments encore plus lentement et les os encore plus lentement. Il n'y a ici que 3 types de tissus représentés, mais dans les modèles numériques de nos ordinateurs, il y en a couramment 16. Voici le logiciel PedagoDeco. On se concentre sur l'écran de droite. On a un bouton Dive Auto qui permet de faire plonger aux paramètres prédéfinis, ici à 40 mètres et pendant 30 minutes au fond. La tension de l'azote dans les tissus est en orange et la profondeur en blanc, et la tension d'azote à ne pas dépasser en rouge. Au bout de 30 minutes au fond, la remontée s'amorce. Mon ordinateur a calculé plusieurs paliers avant de faire surface à 40 minutes. Voici comment fonctionne la création des paliers. Pour simplifier, Haldane, il y a plus de 100 ans, a considéré que la pression maximum d'azote que l'on peut supporter est 2 fois supérieure à la pression partielle d'azote à la profondeur considérée. Autrement dit, quand on est à 40 mètres, il y a 5 bars de pression absolue et donc une pression partielle d'azote de 4 bars. C'est pour ça que la tension dans le corps va converger à 4 bars. Donc la pression maximum que le corps peut encaisser
et de 2 fois 4 égale 8 bars. C'est pour cela qu'il n'y a jamais de problème à la descente. Quand vous allez remonter à 10 mètres, la tension maximum tolérable est beaucoup plus faible, de 1,6 bar. Et du coup, comme l'azote met du temps à sortir de votre corps, il va falloir interrompre la remontée pour ne pas franchir cette frontière. Patientez que la tension des tissus baisse, ainsi naissent les paliers. On a vu en réalité que notre corps n'est pas constitué que d'un seul compartiment. Reprenons la simulation avec les 16 compartiments définis par Bullmann, certains plus rapides et d'autres plus lents. Les différentes parties du corps ne se remplissent pas pareil. Mais quel que soit le compartiment, il faut respecter cette tension maximum à ne pas dépasser pour éviter les accidents de décompression. Tous ces calculs complexes créent une DTR, la durée totale de remontée, ici 50 minutes pour désaturer suffisamment avant de refaire surface. Si on active la fonction de calcul de la haute pression, une échelle à 200 bars s'affiche à droite et on va voir la baisse de pression du bloc pour une consommation de 15 litres par minute. Et là, c'est game over. Panne d'air à 53 minutes. Et pourtant, le directeur de plongée exigeait 50 bars à la surface et vous avez remonté avant ce seuil. Monumentale erreur, vous êtes mort. D'où l'intérêt des sondes connectées aux ordinateurs. Ils calculent la DTR en permanence et connaissent votre consommation actuelle. Ils peuvent donc vous prévenir d'interrompre la plongée afin d'éviter la panne d'air. On relance pour 15 minutes. On sort avec 81 bars. On peut donc planifier une plongée un peu plus longue. On peut accélérer la vitesse de la simulation avec ce curseur. Il ne fallait donc pas dépasser 19 minutes pour sortir avec légèrement plus de 50 bars. Vous pouvez également déclencher une plongée freestyle avec le curseur. L'ordinateur va calculer toutes les 5 secondes les coefficients de saturation de votre corps. Jusque-là, on faisait des paliers tous les 3 mètres. La DTR était de 52 minutes. Certains ordinateurs peuvent permettre de faire des paliers tous les mètres. Dans ce cas, avec les mêmes coefficients de sécurité, la DTR a diminué de 3 minutes. D'autres peuvent calculer un profil de remontée continue, où on a gagné encore 1 minute. Maintenant, il faut être parfaitement maître de sa stabilisation, et être accroché à son parachute rend la manœuvre facile. Activons le mode Nitrox, et réglons-le sur le Nitrox 31 qui permet de plonger jusqu'à 41 mètres. On relance notre simulation, les tensions d'azote sont plus faibles, les paliers vont être encore plus courts. Si jamais vous mettez un nitrox trop oxygéné, le logiciel va considérer que vous êtes victime d'hyperoxie. Désactivons les différents modes et regardons le graphique de gauche, profondeur et tension dans les tissus. En noir, la diagonale, la droite des pressions ambiantes. En plongeant ici à 40 mètres, la pression absolue était de 5 bars et la tension progressait dans chacun des compartiments. Puis toutes les courbes plafonnent à 40 mètres. Mais en commençant à remonter, on entre dans la zone de désaturation. Il faut maîtriser sa vitesse pour ne pas franchir la courbe rouge. Si on remonte maintenant à 20 mètres, eh bien on peut lire sur ce graphique que la pression maximum que l'on peut tolérer est de maintenant 4,8 bars. Relançons la simulation plus lentement, à la 30e minute, en passant à la vitesse normale. On remonte à 10 mètres par minute. Du coup, les tissus commencent à se dégorger, pour ceux qui sont les plus rapides. Mais les plus lents, eux, continuent de se charger. J'accélère un peu. L'ordinateur calcule en permanence la profondeur pour laquelle la tension des tissus atteindront la tension maximale d'azote. Par multiple de 3 mètres, il vous prévient si un arrêt au palier est nécessaire. Ces calculs considèrent une vitesse de remontée instantanée. C'est pour ça que vos paliers réalisés sont légèrement plus courts que la théorie. Du moins, si vous les réalisez bien à la bonne profondeur. Car si vous faites vos paliers calculés pour 3 mètres, vous les faites à 5 mètres, en raison de la houle par exemple, là, l'arrêt va durer plus longtemps et votre ordinateur décomptera les secondes plus lentement que la réalité. Très surprenant. Concernant les gradients de factor, Haldane a déterminé que la surtension d'azote à ne pas dépasser était de 2. Dans nos ordinateurs, chaque compartiment a un taux différent entre 1,5 et 2,7. Ce logiciel ne montre pas ces différences pour ne pas surcharger la représentation graphique.
Les gradient factors consistent à placer une frontière de déclenchement des paliers sous la frontière haldanienne en rouge. D'office, certains ordinateurs sont par exemple réglés avec des gradient factors à 85%. Ils sont donc plus conservateurs. On peut distinguer le GF High pour le conservatisme proche de la surface et le GF Low pour les profondeurs. Quand on va lancer notre simulation, du coup, nos paliers sont indexés sur la courbe rose. En plaçant les GF à 30-70 par exemple, réglage typique de ceux qui respirent un trimix, mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium. Cela implique que plus on va plonger profond, plus on sévérise car on prend plus de risques. Les paliers commencent alors bien plus profonds, mais sont très courts. L'avantage des gradient facteurs, c'est que vous avez décidé de vous-même de sévériser l'ordinateur pour prendre une marge supplémentaire parce que vous vous sentez vieux, fatigué, etc. Mais le jour où vous avez un pépin, une urgence à gérer, vous pouvez sous l'eau, au cours de la plongée, remettre vos gradient facteurs à 85, voire à 95. Normalement, il n'y a pas encore d'ADD. Imaginons, vous faites une plongée, vous avez décidé en raison de votre condition physique de changer vos gradient facteurs à 70-70. Dans ce cas-là, la DTR est de 52 minutes, mais un de vos coéquipiers fait un malaise. Au cours de la remontée, cette longue DTR de 52 minutes pourrait coûter la vie à votre ami. Eh bien, sous l'eau, vous passez vos gradient facteurs aux valeurs d'urgence. La remontée va se recalculer et ne fera plus que 29 minutes. Vous avez économisé 22 minutes pour gérer l'urgence et vous avez évité un ADD pour votre pomme. Cependant, vous devez impérativement savoir que les ordinateurs qui utilisent l'algorithme ZHL-CC minorent l'impact des bulles pour les plongées successives dès lors que l'intervalle de surface est inférieur à 3 heures. Si vous êtes fan des consécutives, vous devez impérativement l'adapter manuellement pour le sévériser davantage. Certains d'entre vous vont garder leur ordinateur de plongée pendant 5, 10 voire 20 ans. Et notre pratique de la plongée va évoluer. Pour descendre jusqu'à 60 mètres sans narcose et pendant des durées significatives, voire plonger jusqu'à 120 mètres, vous plongerez alors en trimix, un mélange avec moins d'azote pour limiter la narcose, moins d'oxygène pour ne pas brûler vos poumons, et avec de l'hélium pour compléter le tout. Sachez que tous les ordinateurs n'offrent pas cette possibilité, ce qui en fait un facteur d'achat à prendre en compte. À bientôt.